Bonjour à tous et bienvenue à cette présentation. Je me présente, je suis Mohamed Abdenebi, je suis Cloud Security Architect chez Sphere et je suis heureux aujourd'hui de vous présenter le sujet de la sécurité de la supply chain. Donc avant de commencer la présentation, je vais vous poser une question. Êtes-vous sûr que le code déployé en prod correspond à ce que vous supposez ? Qui peut répondre à cette question? Qui est sûr de déployer en prod le code qui est 3 à 4? Très bien, parfait. Vous allez confirmer à la fin hein, si j'ai juste ou pas. Effectivement, c'est une question dont on n'est jamais sûr de répondre. Hein. Pourquoi? Parce que on a la supply chain est compliquée. Il y a beaucoup d'intervenants, beaucoup d'endroits où on peut injecter du code qui ne nous appartient pas. Et on peut se poser la question, est-ce que le code qui est en production, est-ce qu'il vient bel et bien de la CI/CD dans laquelle vous avez mis en place tous les contrôles? Ou est-ce qu'il vient de votre laptop? Est-ce que c'est vous qui avez poussé directement en production, accidentellement? Ou le code proviendrait-il d'un attaquant qui aurait injecté du code? Et en fait, toutes ces questions, derrière toutes ces questions, il y a une question fondamentale, c'est comment assurer la sécurité de la supply chain en assurant l'intégrité et la traçabilité des artefacts. Et mon challenge aujourd'hui, en fait, c'est de vous montrer comment on peut, avec certitude, assurer que le code qui sera déployé en production sera intègre et vérifiable grâce à Salsa. Donc aujourd'hui, vous l'avez compris, on va parler beaucoup de Salsa. Alors c'est quoi Salsa? Salsa, c'est un framework de sécurité de la supply chain. Son objectif, c'est, comme je viens de le dire, c'est de vous donner la garantie que ce que vous déployez sera intègre et vérifiable. Et donc, il le fait par le biais de plusieurs règles qui sont à destination des consommateurs et des producteurs de logiciels et de consommateurs. Donc pour les producteurs, il va leur fournir en fait les bonnes questions à se poser pour renforcer leur process, mais aussi leur infrastructure sous-jacente telle que le gestionnaire de code source, le système de build, l'artefact registry, etc., etc. Et il donne aux consommateurs le moyen justement de vérifier que les artefacts qui sont déployés sur leur plateforme sont valides et intègres. Salsa, c'est un projet open source. Il appartient à la fondation OpenSSF, Open Source Security Foundation, qui est une fondation à but non lucratif et qui a pour objectif d'aider les projets open source à mieux sécuriser leur supply chain. Donc, et OpenSSF appartient à la Linux Foundation. C'est un projet qui est né chez Google, mais aujourd'hui il est neutre et communautaire et il intègre beaucoup de sociétés telles que Intel, VMware, Red Hat, etc., etc. Et il y a aussi maintenant, on constate que les constructeurs ou en fait ceux qui développent les produits de continuous deployment commence à intégrer les préceptes de Salsa, tels que GitHub, GitLab, Tekton CD, etc., etc. Et vous avez aussi des organisations qui commencent aussi à implémenter en leur sein les principes de Salsa, tels que la fondation Eclipse. Salsa repose sur deux grands piliers. Le premier pilier, c'est la provenance. La provenance, c'est quoi? C'est une attestation qui décrit comment un artefact a été buildé. Il dit où, comment et par qui un artefact a été construit. Le deuxième pilier, ce sont les règles, dont on va parler longuement dans les slides suivants. Salsa, en fait, il vient avec la philosophie suivante. Il ne s'agit pas de vous donner des règles comme ça à appliquer, mais il définit plusieurs niveaux. Aujourd'hui, jusqu'au niveau 3. D'accord? Et ce sont des règles que vous allez appliquer de manière progressive pour ne pas vous décourager. Et on va voir comment ça se passe. Donc maintenant, on va parler du premier pilier, qui est la provenance. Donc ça, c'est un concept très important de Salsa. Donc la provenance, c'est quoi? C'est juste une attestation.
C'est quoi une attestation? C'est un document qui décrit, enfin, qui contient des métadonnées sur votre artefact. Et ces métadonnées permettront au consommateur d'accepter ou non un artefact en fonction des données contenues dans cette provenance. Les données peuvent être de nature différente. Donc, par exemple, vous avez des attestations qui vont parler du build. C'est le cas de Salsa. Et donc, on va voir dans la slide suivante un exemple d'une provenance Salsa. Mais vous avez d'autres attestations. Par exemple, celles qui listent les dépendances. Vous avez comme exemple les SBOM, ou Software Bill of Materials, dont on parle beaucoup en ce moment. Et ce genre d'attestation contiennent la liste de toutes les dépendances directes ou indirectes, référencées par un artefact, et cela vous permettra en fait de savoir si votre artefact ou application utilise une bibliothèque vulnérable ou non, etc., etc. Donc là, on va voir un exemple d'une provenance Salsa. Une provenance Salsa commence toujours par un sujet. Donc le sujet, c'est en fait l'artefact que vous voulez décrire. Ici, c'est un container, mais ça peut être n'importe quel type d'artefact. Ça peut être un zip, ça peut être un exécutable Windows, un APK Android, etc., etc. Donc ici, on voit le nom du sujet, mais aussi on voit le digest, qui est une information importante qui sera en fait exploitée par les outils de vérification. Vous avez ensuite la partie prédicat, et c'est cette partie-là qui contient les méta-informations sur le sujet. Le prédicat décrit toujours le sujet. Le prédicat contient les informations sur le builder, donc c'est celui qui a construit cet artefact et qui a produit cette provenance. Ensuite, vous avez plein d'informations sur comment le build a été construit. Donc là, l'entry point. Ici, en l'occurrence, c'est un workflow GitHub Actions, mais ça peut être un POM Maven, ça peut être un script shell ou un Makefile. Et puis, vous avez des informations sur les variables d'environnement qui ont été observées par le build. Et on va voir pourquoi on met autant d'informations dans un tel document. Et enfin, il y a la partie Materials qui contient tous les inputs qui ont permis de construire cet artefact. Et parmi les inputs les plus importants, vous avez le code source. Mais aussi, vous allez avoir aussi les dépendances directes ou indirectes, que je n'ai pas mis ici dans l'exemple, par faute de place. Donc, pourquoi on utilise la provenance? Pour plusieurs raisons. Pour garantir l'intégrité de l'artefact. Donc, vous avez vu dans l'exemple précédent, il y avait le digest. Donc ça vous permet de calculer le digest et comparer. Pour tracer et garantir l'origine de l'artefact, donc on a vu dans la partie matérielle qu'il y avait le lien Git du code source. Et donc, ça permet aux consommateurs de l'artefact de comparer, enfin, de remonter au code source. Okay. Et enfin, il est possible de recréer l'artefact à partir de cette provenance, dans des cas vraiment très spéciaux, où vous avez des entreprises qui ont des exigences de sécurité très élevées et qui exigent de reconstruire n'importe quel artefact. Maintenant, on s'attaque au deuxième pilier, qui sont les règles Salsa. En fait, aujourd'hui, Salsa est articulé autour de plusieurs tracks. Il y a aujourd'hui 3 tracks qui ont été définis, build, source et dépendance. Et chaque track, en fait, il adresse un sujet particulier à adresser. Comme je l'ai dit, build, source et dépendance. Et avec la version 1.0 qui va sortir la semaine prochaine, de manière officielle, on met le focus sur la partie build. Et ça sera le sujet d'aujourd'hui. On va parler essentiellement du build. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure en introduction, les règles sont appliquées à plusieurs niveaux. Et donc aujourd'hui, le build track, il a 3 niveaux qu'on va voir là tout de suite.
Donc le premier niveau, donc Salsa Level 1, hein, vous demande de créer une provenance. Et c'est tout. Donc il suffit d'être capable de créer une provenance pour votre logiciel ou artefact. Alors pour information, je vais utiliser plein de termes, artefact, logiciel, package, binaire. Dans cette présentation, ils sont tous synonymes. Donc comme je disais, quand vous produisez quelque chose, vous produisez aussi une provenance, la plus exhaustive possible. Et aussi, vous allez la documenter. Je vous donne un exemple. Imaginons que je suis le producteur de curl. D'accord ? Curl, aujourd'hui, pratiquement, personne ne connaît l'URL de son Git. D'accord ? Il se peut que demain, vous allez recevoir un curl sans savoir, sans pouvoir le rattacher à son code source. Et donc, avec la provenance, celui qui crée curl peut aussi créer une provenance et se dire, à partir d'aujourd'hui, le code source de curl se trouve à tel endroit. D'accord ? Et donc, ça permet au consommateur de comparer la provenance, le contenu de la provenance, avec les informations qu'il avait sur l'URL source de l'artefact. Je vais vous montrer quelques exemples pour être plus clair. Donc voilà, level 1, il vous faut la provenance. Le niveau 2, on augmente en gamme en termes de sécurité. Et cette fois-ci, on va vous exiger un service de build et la signature de la provenance. Autant dans le niveau 1, vous étiez tout à fait capable de créer votre artefact sur votre laptop. Maintenant, il vous faut absolument un service de build. Service de build et la provenance signée. Et donc, comme je l'écris, à partir de ce niveau-là, on commence à avoir un niveau de confiance satisfaisant dans la garantie de l'intégrité et de l'origine des artefacts. Et enfin, Salsa niveau 3, on a des builds encore plus renforcés. Cette fois-ci, en fait, on va s'assurer que la provenance n'est pas forgeable. Alors je m'explique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous créez une provenance, vous avez tout à fait la possibilité de mettre des informations qui sont fausses dedans. D'accord ? Et le but de Salsa niveau 3, c'est que c'est un système, soit c'est le système de build qui le fait seul, indépendamment de l'utilisateur, ou un builder indépendant, ce qu'on appelle un trusted builder. Sur lequel l'utilisateur n'a pas la main, et donc dans lequel on a confiance qu'il va créer une provenance tout à fait juste. C'est ce qu'on appelle une provenance non forgeable. Donc ça, c'est la condition numéro 1. Et ensuite, vous avez la condition de l'isolation entre les jobs. Les jobs, lorsqu'ils s'exécutent, surtout dans un lieu multi-tenant, il faut qu'il y ait une isolation totale afin d'éviter qu'un job qui est un job malveillant touche les autres jobs. Et enfin, la troisième condition, il faut que les jobs tournent sur des machines ou des VM, ou des containers éphémères, pour éviter qu'un job malveillant laisse des résidus qui vont infecter les jobs suivants. Il y aura probablement dans le futur un niveau 4 pour encore plus de sécurité. Mais à ce jour, on s'arrête au niveau 3. Alors juste pour information, si vous allez chercher sur Internet, vous allez trouver que ça monte jusqu'à niveau 4. En fait, ça c'est l'ancienne version. Et donc, comme je le disais, avec la version 1.0, il n'y a que 3 niveaux, mais il y aura un 4e niveau. Et donc aujourd'hui, dans cette présentation, c'est d'atteindre le niveau 3 de Salsa. Donc maintenant qu'on a vu la théorie, on va commencer à mettre en pratique tout ce qu'on a vu. Et donc, pour la mise en pratique, voici la user story qu'on va dérouler. Donc en tant que développeur, je veux être conforme à Salsa 3, afin de pouvoir déployer une application en production en étant sûr de son intégrité et de son origine.
Donc en fait, il y a deux propriétés à vérifier. L'intégrité, c'est quelque chose qu'on sait faire aujourd'hui avec de la signature électronique. Aujourd'hui, pratiquement, il y a beaucoup d'artefacts qu'on récupère qui sont signés. Par exemple, si vous prenez les artefacts Maven, ils sont signés. Par contre, si vous allez dans d'autres langages, vous prenez NPM, ce n'est pas forcément le cas. Vous prenez Python, ce n'est pas forcément le cas. Mais en tout cas, l'intégrité, c'est quelque chose qui se fait aujourd'hui. Mais par contre, la vérification de l'origine, c'est ce qui est nouveau aujourd'hui. Et donc, ça vient avec la provenance. Et on va voir un exemple concret. Hein, d'accord ? Donc, pour dérouler cette user story, en fait, on va le faire en plusieurs étapes. La première étape, je vais vous présenter la signature keyless avec Sigstore. Et je vous expliquerai ce que veut dire keyless. Deuxième étape, on va builder un container. Donc, on aura une application exemple qui s'appelle Hello Salsa. Donc, on va la créer, d'accord, avec GitHub Actions, tout en respectant les règles Salsa 3. Et enfin, le but en fait, de cette justement présentation, c'est on va déployer le container et on va avoir une espèce de gate, d'accord, qui va s'assurer que ce container respecte toutes les règles que j'avais mis en place. Donc maintenant, on va découvrir Sigstore. Alors pourquoi Sigstore ? Parce qu'on va parler de signature. D'accord ? Souvenez-vous, à partir de Salsa niveau 2, il faut de la signature. Il faut signer les provenances. Et Sigstore, en fait, c'est un outil qui permet de faire de la signature. Mais pourquoi Sigstore et pas autre chose ? En fait, aujourd'hui, hein, peut-être que vous êtes habitué à utiliser GPG pour signer. Et Sigstore, en fait, il est sorti en réponse à la difficulté de gérer les clés et distribuer les clés dans le monde de GPG. Et Sigstore, sa philosophie, c'est de s'inspirer de Let's Encrypt. Let's Encrypt, il y a 8 ans, il a révolutionné le web en rendant la création des certificats gratuite et complètement transparente. C'est quelque chose qu'on n'y pense plus maintenant. Lorsqu'on déploie un site sur Internet, il est automatiquement en HTTPS, tellement c'est simple en fait. Et Sigstore, en fait, il reprend cette philosophie. En fait, il veut généraliser la signature du code, d'accord, tout en rendant cette signature complètement transparente. Et justement, en utilisant le principe du keyless, d'accord, c'est-à-dire sans clé. Mais en fait, c'est quoi la magie de l'outil ? On va le voir dans pas longtemps. Mais je vais d'abord vous parler rapidement de ce qui compose Sigstore. Aujourd'hui, concrètement, Sigstore, c'est une PKI, comme les Let's Encrypt. Donc, c'est une PKI sur le web, mais elle est uniquement réservée à la création de certificats pour signer du code. D'accord ? Donc, si vous voulez un certificat HTTPS, ce n'est pas Sigstore qui va faire ça pour vous. Donc, c'est une PKI qui est composée de 3, on va dire, éléments centraux. Donc, cosign, c'est une CLI que vous allez utiliser, d'accord, pour signer et pour vérifier les signatures. Ensuite, vous avez Fulcio. Fulcio, c'est une autorité de certification et c'est elle qui est en charge de générer vos certificats de signature de code. Et enfin, vous avez un Record qui est un transparency log. Lui, en fait, c'est une base de données en écriture et lecture seule, donc protégée contre la modification, qui va stocker l'ensemble des certificats, des signatures, afin d'éviter en fait de régler les litiges si jamais ils se produisaient. Alors là, maintenant, on va parler du principe de keyless. Donc la magie de Sigstore réside dans le fait que vous n'allez pas gérer directement des clés. Des clés, on aura toujours, mais vous n'allez jamais les voir. Comment ça se passe ? En fait, vous allez échanger, vous allez récupérer un certificat contre votre identité. D'accord ? Donc, comme je l'écris ici, en fait, on s'authentifie auprès d'un provider OpenID Connect. Okay ? On obtient un token, un identity token, contre lequel on obtient un certificat. Et ça, on va le voir un exemple tout de suite après. Hein. Vous allez obtenir un certificat d'une durée de vie de 10 minutes, pas plus. Pourquoi ? Parce que, en fait,
Sigstore veut rester simple et ne veut pas gérer de clés. Donc là, une fois que l'opération de signature s'est déroulée, on jette et la clé privée qui a été générée en mémoire, okay, et le certificat, il va expirer dans 10 minutes. On s'en fout. Et donc, si on veut re-signer encore une fois, on redemande un nouveau certificat. Et donc, ce principe vous permet de ne plus vous préoccuper du stockage sécurisé des clés privées. D'accord ? Vous n'êtes plus obligé de, si jamais la clé a été compromise, vous n'êtes plus obligé de demander de révoquer un certificat, etc., etc. Donc, grosso modo, Sigstore vous permet de créer des certificats jetables. Et donc là, on va voir un exemple. Donc là, dans cette démo, je vais créer un container et je vais le signer. Donc je vais suivre ce qui est écrit ici. Donc, bon, il fait démo, désolé. Je ne sais pas ce qu'il lui prend. Bon, c'est pas grave. Je vais committer plus tard. Hein. C'est pas grave. C'est pas... donc là, ce que je vais faire, je vais créer un container. Je l'exécute et ensuite je le pousse pour récupérer son hash pour pouvoir le signer plus tard. Parce que lorsqu'on signe, il faut toujours signer le container plus son hash. Il ne faut pas signer le tag, ça ne sert à rien. En gros, on va signer cette image-là, ok. Et maintenant, on va signer ce container. Donc voici la commande, en fait, hein, comme vous le constatez, elle est ultra simple. Donc cosign, sign et le nom du container. Okay. Donc là, en tapant sur Entrée, il y a mon navigateur qui va s'ouvrir. Il va me demander de m'authentifier. Donc avant d'ouvrir le navigateur, en fait, il va me dire, attention, vos données, elles seront inscrites dans Record. Donc rappelez-vous, Sigstore, c'était une PKI publique. Et j'ouvre une parenthèse, oui, vous pouvez l'installer chez vous de manière totalement privée. D'accord ? Donc là, j'accepte et il m'affiche donc un écran d'authentification OpenID Connect. Donc là, je vais choisir mon identité GitHub. C'est fait. Je retourne dans mon écran. Et puis là, donc vous pouvez voir que
il a créé une entrée dans Record, okay, et que la signature a été poussée dans le repository. Donc là, ce qu'on va voir, on va voir la signature dans le repository et on va voir l'entrée dans Record. Donc je vais dans mon repository. Et on va voir un fichier point. C'est pas, est-ce que c'est le zoom est bon selon vous? Okay. Ouais. Donc là, ce que je vois, un fichier .sig pour signature, d'accord? Et là, c'est le voilà. Donc il a poussé la signature, ok? Donc 1. Et de 2, on va voir record. Donc le record, c'est l'endroit où sont enregistrés les certificats, mais aussi les signatures, les attestations. Donc il y a une IHM pour ça, que je vais utiliser. Okay. Et là, on va voir tous les détails de l'opération de signature. Donc là, ce qu'on peut voir, on peut voir les détails du certificat qui m'a été généré. On voit que l'issuer, c'est sigstore.dev, donc c'est l'autorité de certification. Okay. Et que le subject, donc le alternative name, donc c'est moi-même, donc c'est mon adresse. Okay. Et que le certificat, je zoome un peu, il est fait pour digital signature et code signing. D'accord. Voilà, première chose. Et on voit aussi que le certificat va expirer dans 9 minutes. Okay. Juste pour information, je vais anticiper une question. On me dit, si jamais je vérifie une signature après l'expiration du certificat, qu'est-ce qui arrive? Okay. En fait, Sigstore, lorsque vous signez, Sigstore va vous générer ce qu'on appelle un SCT. On a vu ici, regardez ici. Okay. SCT, c'est un document en fait qui est généré par Sigstore qui atteste que vous avez signé pendant la validité du certificat. Et donc ça, c'est un document qui est ajouté à la signature. Donc lorsque quelqu'un va vérifier une signature, donc il a l'élément, l'artefact à vérifier, il a la signature et le SCT. Donc en combinaison toutes ces informations-là, il va vérifier la signature. Et enfin, dernière étape, on va vérifier la signature ensemble. Donc toujours pour la vérification, on va utiliser cosign. Donc je vais vous décrire rapidement la commande. Cosign, verify. Tout à l'heure, on a fait cosign sign, maintenant c'est cosign verify. On vérifie quoi? On vérifie que cette image a été signée par cette identité, d'accord? Donc c'est mon adresse email que j'ai utilisée tout à l'heure de GitHub. Okay. Cette identité dont le certificat a été, dont le token ID a été délivré par ce provider. Okay. Donc je fais Enter. Donc en fait, ça c'est le résultat de la vérification. Et quand ce message est affiché, c'est que la vérification a réussi. Et donc avec là, il nous dit cosign claims were validated, etc., etc. The code signing certificate was verified, etc., etc. Donc là, opération réussie. Donc là, on a en fait le premier élément, c'est la signature complètement transparente. Okay. Donc là, en fait, j'ai signé en tant qu'humain. Ce qu'on va voir plus tard, c'est que ce procédé pourra utiliser même par les machines. Et donc, on va exploiter ça pour permettre aux builders de signer eux-mêmes les attestations. Parce qu'en fait, en réalité, la signature se fait automatiquement.
Maintenant, la deuxième étape consiste à créer un container en suivant les préceptes de Salsa 3, tout en utilisant GitHub Actions. Donc, petit rappel. Donc, si on veut atteindre le niveau 3 de Salsa, il faut être capable de générer et de signer une provenance de manière complètement isolée, okay, de lancer les jobs de manière isolée, et il faut que ces jobs soient éphémères. Et justement, GitHub est capable de répondre à ces exigences. Dans GitHub Actions, en fait, les jobs tournent dans leur propre container et qui sont détruits aussitôt que les jobs terminés. Donc, ça répond à l'exigence d'isolation et d'éphémérité. Et enfin, information importante, dans GitHub Actions, les builders ou les runners peuvent avoir une identité. D'accord ? Et surtout, ils peuvent avoir une identité OIDC. Donc, ils peuvent s'adresser au control plane de GitHub Actions pour obtenir un token ID qu'ils pourront utiliser, comme moi je l'ai fait tout à l'heure, pour signer des provenances ou des containers, etc. Par contre, par rapport à la génération de provenance de manière complètement isolée, là c'est un peu tricky. Là, ça va dépendre du système de build. Et chaque système de build a sa façon de faire. Je vous donne un exemple. Dans GitLab, vous êtes capable de générer une provenance en ajoutant juste une variable d'environnement. D'accord ? Dans Tekton CD, par exemple, il faut installer un module supplémentaire pour pouvoir générer ça. GitHub gère ça autrement. Il le gère à l'aide de Reusable Workflows. Alors, qui connaît GitHub Actions? Okay. Et qui connaît les Reusable Workflows? OK. Donc, je vais expliquer rapidement ce que c'est. Alors, GitHub Actions, c'est le CI/CD de GitHub. Donc, il ressemble à la plupart des CI/CD. Vous allez définir un script de build, généralement écrit au format YAML. Et au sein de ce format YAML, vous allez définir des jobs avec des steps. Très classique, d'accord ? Donc on retrouve ça dans, par exemple, Travis CI, Jenkins. Donc c'est exactement les mêmes principes. Après, c'est quoi un reusable workflow? Un reusable workflow, en fait, c'est un workflow. Donc c'est une pipeline, okay, classique, mais que vous allez pouvoir réutiliser. Elle est stockée dans son propre repository, okay, et vous allez pouvoir la réutiliser. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous allez la réutiliser, et lorsqu'elle sera exécutée, elle aura sa propre identité, OIDC. Et donc, on peut tirer profit de cette propriété pour dire que ce reusable workflow, il est de confiance, et c'est lui qui va signer pour nous les provenances. D'accord ? Là, on va voir un exemple. Hein. Je sais que c'est pas très, très simple, mais on va voir un exemple. Hein. Donc là, justement, je me mets dans une situation où je suis dans une entreprise, elle s'appelle Alba Systems. Okay, donc c'est une entreprise fictive. Au sein de cette entreprise, vous allez avoir une équipe de DevSecOps qui définit un repository contenant un reusable workflow qui permet de générer des provenances. Okay, donc ce repository, il est utilisé par tous les repositories de l'entreprise. Et parmi ceux-là, j'ai un projet qui s'appelle Allo Salsa. Ce projet, c'est une application fictive qui dit Allo Salsa et qui réutilise justement ce reusable workflow. Donc le développeur, lorsqu'il veut déclencher un build en faisant un git push, il va instancier son workflow ou sa pipeline. Hein, d'accord ? Donc en déclenchant sa pipeline, il va builder son artefact, okay,
et il va le déployer dans le container registry. Okay. Et l'étape suivante, comme il a réutilisé un workflow, il va exécuter ce qui est défini dans le reusable workflow. Et donc, il va exécuter la génération de provenance. Mais attention, le développeur n'a aucun contrôle sur cette exécution-là. Okay. Et comme on le voit ici, donc il a donc object OIDC subject. Ce builder, il a sa propre identité qu'il pourra utiliser pour signer, pour générer et signer la provenance. Donc une fois que le travail est terminé, une fois que le travail est terminé, il publie la provenance signée. Et donc on va voir une démo concrète de tout ce que je viens de décrire. Alors désolé, en fait j'ai un problème de commit avec Git parce que je signe mon code et l'agent il est tombé. Donc je vais voir rapidement que. Donc en fait ce que je vais faire c'est je vais utiliser les résultats d'un commit précédent. Donc ce qu'on va faire, on va visiter rapidement le code. Donc ici, j'ai l'application Hello Salsa. Okay. Donc c'est là où on a notre container qui fait juste Hello Devox ou Hello Salsa. Okay. Et vous avez l'autre projet, le Trusted Builder, c'est celui qui génère la provenance. Celui-là, en fait, à la limite, les développeurs ne s'en inquiètent même pas. En fait, il est défini par une équipe centralisée. Et en fait, en plus, c'est pas moi qui l'ai développé, j'ai juste forqué celui de Salsa. Salsa, en fait, sur leur site, je vais vous montrer. Donc ici, mes deux repos sont là. Donc celui-là, c'est celui-là qui permet de générer la provenance. Et celui-là, c'est juste un fork du Salsa GitHub Generator officiel. Et aujourd'hui, vous avez beaucoup de projets qui l'utilisent sur GitHub. D'accord. Donc, l'objectif de la démo, en fait, c'était que je voulais faire un commit, je pousse, ça déclenche un build. D'accord. Ce build va générer la provenance, okay, et la publier. Donc là, on va voir les résultats d'un build précédent. Encore une fois, désolé, mon commit ne marche plus. Donc je vais voir les packages. Ah pardon, je vais voir action, merci. Et donc on va prendre la dernière action que j'ai utilisée. Et on va voir le déroulement de cette pipeline. Okay. J'ai buildé mon container et ensuite j'ai appelé la partie provenance. Okay. Cette partie provenance, c'est ça qui a été réutilisé. Donc cette partie provenance, je ne rentre pas dans les détails, mais c'est elle qui a généré la provenance. On peut le voir ici, hein, si vous voulez. Donc dans la partie générateur, create and sign provenance. Et vous allez voir que lui-même, il a utilisé cosign. Donc là, on ne voit pas la commande, mais on voit que le certificat qui a été généré, on peut le voir. On va le décoder si vous voulez. Ah, pardon. On va le décoder rapidement.
Et donc, on voit toujours hein, que c'est Sigstore qui a généré ce certificat. Et ce qui m'intéresse le plus, c'est Subject Alternative Name. Okay, et là, tout à l'heure, si vous vous souvenez, le Subject Alternative Name, c'était mon adresse email. Okay, mais cette fois-ci, c'est l'identité du builder. Et donc, c'est ça une information qu'on va vérifier. Le consommateur, en fait, lorsqu'il va vérifier les informations de la provenance, il va s'assurer que le certificat a été signé par ce Trusted Builder. Okay. Alors, je me dépêche un peu parce qu'il ne nous reste que 5 minutes. Et il reste une dernière partie à découvrir ensemble. Alors, juste pour information, là, je peux vérifier l'attestation avec une commande de cosign, d'accord, qu'on va faire ensemble. Okay, donc j'ai mon image, ensuite l'identité qu'on vient de voir dans le certificat, et maintenant cosign verify attestation. Okay, tout à l'heure, pour vérifier la signature, c'était juste verify, et maintenant on vérifie l'attestation, et l'attestation elle est de type salsa provenance. Okay, donc voilà, le résultat est bon. Et on va passer à la suite. Maintenant, dernière étape qui est super importante. Donc maintenant qu'on a généré le container, on lui a généré une provenance et on l'a signé, maintenant on va le déployer. Donc pour le déployer, on va utiliser, en fait on va le déployer dans Kubernetes, et pour ce faire, nous allons utiliser Kyverno. Kyverno, en fait, c'est un moteur de règles qui déploie en fait des stratégies qui vont valider ce qu'on va déployer dans Kubernetes. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est une gateway, donc qui vérifie tout ce qu'on déploie. Si c'est conforme aux politiques existantes, ça passe. Sinon, il ne les laisse pas passer. Et donc, justement, on va utiliser Kyverno, une des règles proposées par Kyverno. Donc, elles sont nombreuses. Et donc, la règle qu'on va utiliser, c'est celle-là. Verify salsa provenance keyless. Et donc, c'est là où on voit les trois mondes, salsa, Sigstore et Kyverno se rencontrent. Donc, c'est dans cette règle-là. Donc, ce que je vais faire, je vais déployer un container que j'ai construit moi-même tout à l'heure, au tout début, si vous vous souvenez. Hein. Il s'appelle Manual. Et je vais aussi déployer le container fabriqué par ma CI/CD. Et on va constater que celui manuel sera refusé par Kyverno et celui qui a été fabriqué par la CI/CD sera accepté. Donc ça, c'est le manuel. Failed to verify image, no matching attestation. Okay. Et si je prends le trusted, j'espère que je ne serai pas victime de l'effet démo. Voilà, le trusted est passé. OK. Et je vais vous montrer à quoi ressemble la policy Kyverno. Alors, il y a beaucoup de YAML, mais je vais vous faire un résumé rapide. Ici, Kyverno, il va vérifier deux choses. Il va vérifier que la provenance a été signée, d'accord? Et il va vérifier les informations qui sont contenues dans la provenance. Donc la première partie, on vérifie que la provenance a été signée, c'est ça, qui laisse donc subject l'identité du runner GitHub, ok. L'issuer OpenID Connect, c'est GitHub, ok. Donc ça, c'est 1. Donc ça, c'est la partie, je vérifie la signature. Et de 2, là, on va vérifier les propriétés, donc les informations qui sont contenues dans la provenance. Et parmi ces informations,
on a l'identité du Trusted Builder et le code source d'origine. D'accord? Donc en fait, si j'avais fourni une provenance avec un code source différent, Kyverno refuserait en fait le déploiement de cet artefact parce qu'on aurait trafiqué la provenance. Donc voilà, c'est terminé. Et maintenant, je vais vous reposer la question. La question initiale, donc est-ce que vous êtes sûr que le code déployé en prod correspond bien à ce que vous supposez? Est-ce que vous êtes maintenant plus nombreux à répondre à cette question? Super, merci. Merci pour votre attention.